Alors bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler effectivement des lésions cornéo-conjonctivales qu'on voit pas mal en consultation. Donc quand surveiller et quand s'inquiéter devant ce type de lésions. Donc je vais partir de cas cliniques. Donc ça c'était le cas de deux garçons de 7 et 11 ans donc qui présentaient à l'examen des lésions kystiques. On voit bien ici les kystes au niveau de la conjonctive. Des lésions mobiles peu pigmentées avec présence d'un pédicule vasculaire, donc c'est des enfants et des lésions non évolutives apparues assez tôt dans l'enfance. Donc là on pense à un névus acrum bénin. La conduite à tenir dans ce cas-là, en l'absence de gène et d'évolutivité, c'est la surveillance avec des photos systématiques et une mesure des lésions. Un autre cas d'un homme de 40 ans donc, qui consultait pour la présence d'une lésion conjonctivale, donc présente depuis plus de 10 ans, non évolutive. Donc on voit pareil comme pour les cas précédents, la présence de kystes ici dans la lésion. Par contre, on a une lésion un peu plus pigmentée, localisée dans la fente interpalpébrale, qui est mobile à l'examen avec toujours un pédicule vasculaire. En commun avec les lésions précédentes aussi, c'est qu'il n'y a pas d'atteinte cornéenne et pas d'évolutivité. Donc dans ces cas-là, on pense à un névus conjonctival bénin et on propose donc une surveillance simple avec photo. Donc les névus conjonctivaux bénins sont des lésions conjonctivales fréquentes, c'est une tumeur conjonctivale sur 3. Ce sont des lésions qui apparaissent dans l'enfance. Pour 15 à 20% des cas, ce sont des lésions achromes, 20 à 30% pigmentées et 50 à 65% complètement pigmentées. La présence de kystes est importante à dépister parce que ça marque en général la bénignité de la lésion et ils sont présents dans 60 à 70% des cas. Il faut réaliser une surveillance régulière avec photo. Alors il n'y a pas de règle quant au rythme de surveillance, c'est un peu à ajuster en fonction du patient, en fonction de la suspicion d'une évolutivité potentielle. En général, moi, je fais une surveillance semestrielle la première année, j'espace à 9 mois, puis ensuite annuellement. Dans ces lésions, il y a moins de 1% de transformation maligne et la surveillance doit être rapprochée ou on doit proposer une exérèse en cas d'évolutivité de la lésion, de lésions d'apparition tardive, d'atteinte cornéenne du fornix ou de la conjonctive tarsale, ça c'est important aussi à dépister. Donc bien regarder sous les paupières, regarder les cul-de-sac conjonctivaux aussi chez ces patients. En cas de présence de gros vaisseaux nourriciers, l'absence de kyste doit être suspecte et les antécédents dans le patient, chez le patient, les antécédents familiaux, bien évidemment de mélanome ou de syndrome des névus atypiques. Un autre cas, une femme de 30 ans, donc là c'est une lésion assez typique du cul-de-sac conjonctival, peu évolutive, d'aspect framboisé avec dilatation des capillaires. Chez une jeune femme de 30 ans, il faut penser au papillome conjonctival. Généralement, dans le cas des papillomes, même en l'absence d'évolutivité, on propose une exérèse complète no touch, associée à une cryothérapie des berges, une greffe de membrane amniotique en cas de délabrement conjonctival important et une cure de mitomycine associée, parce que ce sont des lésions qui ont tendance à récidiver. Donc les papillomes, c'est rare quand même, c'est 0,5 à 2,5% des lésions conjonctivales. Ils sont présents chez l'enfant et chez l'adulte. La forme de la présentation clinique est différente en fonction. Chez l'enfant, c'est plutôt des lésions multiples, souvent localisées dans le cul-de-sac avec un aspect pédiculé. Chez l'adulte, ce sont des formes sessiles avec une atteinte potentielle de la caroncule et on voit des vaisseaux nourriciers. La principale étiologie, c'est le virus HPV. Attention à la localisation limbique parce qu'il y a aussi les carcinomes in situ qui ont cet aspect framboisé, vascularisé. Donc il faut toujours se méfier de la localisation limbique. Le traitement, donc on l'a dit, c'est l'exérèse no touch, la cryothérapie des berges, la mitomycine C en application péropératoire ou en cure par collyre associée après l'exérèse. Et on a aussi un traitement adjuvant par cimétidine péros ou par collyre interféron alpha 2B qui peut être employé et diminuer les récidives. Un autre cas du service, donc ça c'était un homme de 55 ans qui consultait pour une lésion d'apparition récente avec atteinte de la conjonctive bulbaire et du cul-de-sac. C'est une lésion unilatérale, rose saumonée évolutive. Donc là déjà il y a plusieurs choses qui doivent alarmer et suspecter. C'est l'âge du patient, le fait que la lésion soit d'apparition récente et soit évolutive, que ce soit une lésion quand même plutôt étendue. Là, on pense chez ce patient à un lymphome conjonctival. Donc dans ces cas-là, on ne prévoit pas d'exérèse complète de la lésion, on prévoit une biopsie lésionnelle, une IRM cérébro-orbitaire associée pour le bilan d'extension dans l'orbite. Donc on voit ici l'extension de la lésion et ensuite un bilan d'extension à faire en lien avec les hématologues.
Pour le traitement, c'est un traitement médical, donc c'est les hématologues, chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Ça, c'est discuté ensuite en RCP. Donc pour le cas de ce patient, il y a eu un traitement par chimiothérapie qui a permis une bonne diminution et après une régression complète de cette lésion qui était exclusivement oculaire. Donc le lymphome conjonctival, donc ça peut être une tumeur isolée ou systémique. Dans 70% des cas, ce sont des lymphomes B de type MALT. On a 20% de lymphome folliculaire et 8% de lymphome diffus à grandes cellules. Dans le développement des lymphomes, il y aurait certains agents pathogènes microbiens qui pourraient être en cause dans l'apparition de ces lymphomes. Dans 40% des cas, ça atteint l'orbite et même pourcentage pour la conjonctive. On peut aussi avoir une atteinte de la glande lacrymale et des paupières. C'est souvent la même présentation, c'est une lésion d'aspect diffuse, rose, saumonée avec atteinte stromale. L'atteinte du cul-de-sac est aussi fréquente dans ces cas-là. C'est une évolution qui est décrite généralement lente. Bon, chez notre patient, c'était apparu récemment, mais souvent, comme c'est situé dans les cul-de-sac, les patients mettent du temps à s'en rendre compte et à consulter pour cette lésion. Donc, il faut réaliser une biopsie systématique. Toujours faire 2 prélèvements, un prélèvement pour envoyer en frais pour l'immunohistochimie et un prélèvement en fixé. Le bilan d'extension est systématique, on a 20 à 30% d'atteinte systémique associée et le traitement c'est selon RCP à voir avec les hématologues. Autre cas, donc là il y a plusieurs cas, donc un homme de 85 ans qui consultait pour une lésion évolutive depuis plusieurs mois. Ce qui est suspect ici, c'est déjà l'âge du patient, le fait que la lésion soit évolutive et qu'on ait une atteinte cornéo-limbique associée à l'atteinte conjonctivale avec un gros pédicule vasculaire et des gros vaisseaux nourriciers. Donc dans ces cas-là, c'était un carcinome in situ pseudo-papillomateux. Vous voyez, il y a l'aspect framboisé qu'on retrouve dans les papillomes aussi, mais là, la localisation, la fente interpalpébrale n'est pas la localisation typique des papillomes et c'est pas le terrain non plus. Donc, on réalise dans ces cas-là une exérèse no-touch avec cryothérapie des berges, greffe de membrane amniotique et en fonction de l'anapathe, on fait un traitement complémentaire par mitomycine C collyre. Ça, c'est le patient 1 an après. Donc, on a des vaisseaux sur l'insuffisance limbique, mais il n'y a pas de récidive de sa lésion. Autre cas, une femme de 90 ans, pareil, lésion évolutive, cornéo-conjonctivale, un aspect framboisé avec des gros vaisseaux dilatés nourriciers, donc ça c'est fortement suspect. Chez cette patiente, c'était aussi un carcinome in situ pseudo-papillomateux, donc comme pour le patient précédent, même démarche pour le traitement. Homme de 75 ans, donc là c'est une lésion beaucoup plus discrète, beaucoup plus petite, avec cependant une composante limbique et une petite composante cornéenne qu'on voit pas bien sur la photo avec un aspect un peu gélatineux et ici un aspect leucoplasique. Donc on peut dire bon c'est pas très gros, on surveille, sauf que là c'était évolutif, que le patient a 75 ans et l'aspect leucoplasique comme ça doit faire suspecter un carcinome. Effectivement c'était chez ce patient un carcinome in situ, donc pareil il a bénéficié d'un traitement chirurgical. Pareil, un homme de 76 ans, donc ce monsieur, par contre, lui, il avait déjà été opéré de carcinome in situ avec 2 récidives en 2011 et 2014, et il a un terrain immunodéprimé. Ce patient présentait des lésions conjonctivales réparties sur plus de 5 heures, évolutives, avec un aspect leucoplasique et gélatineux. Donc dans ces cas-là, devant l'extension des lésions, on a réalisé des biopsies étagées seules pour confirmer le diagnostic et la récidive, et un traitement par collyre mitomycine C seul, sans traitement chirurgical, puisque l'extension était trop importante. Dernier cas ici, un homme de 70 ans, donc là c'est pour vous montrer que ça peut prendre un peu toutes les formes, notamment un aspect parfois nodulaire, pseudo-ptérygoïde, ou ressembler à certaines pinguiculas. Ce qui est suspect chez ce patient, c'est l'apparition récente, l'âge du patient, l'évolutivité et surtout l'hypervascularisation de la lésion. Et en fait, chez ce patient, après biopsie exérèse, c'est sorti carcinome épidermoïde. Donc il a eu ensuite un traitement complémentaire. Donc les tumeurs de l'épithélium conjonctival, ce sont des tumeurs épithéliales malignes. Le premier stade, c'est la dysplasie dans laquelle il reste des cellules épithéliales normales. La dysplasie qui évolue ensuite vers le carcinome in situ avec envahissement de toute l'épaisseur de l'épithélium conjonctival, mais avec 100 couches de cellules normales. Et ensuite le carcinome épidermoïde pour lequel on va avoir un envahissement du stroma avec franchissement de la membrane basale. La dysplasie et le carcinome in situ n'ont pas de potentiel métastatique, ce qui n'est pas le cas du carcinome épidermoïde. Les facteurs de risque sont l'exposition aux rayons ultraviolets B, le papillomavirus et l'immunodépression, et ce sont généralement souvent des hommes à partir de 60 ans.
Il peut être difficile de différencier toutes ces lésions. Là, je vous ai mis à peu près toutes les formes. Donc, la forme gélatineuse, limbique et leucoplasique, la forme pseudopapillomateuse, pseudoptérygoïde et nodulaire. Donc, ce que vous devez surtout retenir, c'est qu'en cas d'évolutivité ou en cas de terrain suspect, il ne faut pas hésiter à réaliser une biopsie, soit une biopsie seule, sans exérèse en cas de lésion étendue, soit une biopsie exérèse complète en cas de petite lésion, ou sinon surveiller le patient, mais de façon très rapprochée. Le traitement du carcinome in situ, donc nous on a tendance devant des lésions petites peu étendues à proposer un traitement chirurgical de première intention, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus dans les études, on montre que le traitement par collyre seul peut aussi être efficace. Nous on a tendance à aller d'abord à la chirurgie avec un traitement par mitomycine associé. Donc pour le traitement topique, en cas d'exérèse complète de la lésion, c'est de la mitomycine C à 0,02%. 4 gouttes par jour pendant 15 jours, on réalise 2 cures espacées de 15 jours. Et en cas de récidive ou d'exérèse incomplète, on passe à de la mitomycine 0,04%, 4 gouttes par jour pendant 8 jours avec 2 cures espacées de 8 jours. On peut aussi utiliser le 5FU à 4 gouttes par jour pendant un mois ou l'interféron alpha-2B, 1 million d'unités 4 fois par jour jusqu'à résolution clinique. La surveillance ophtalmologique, elle doit être hebdomadaire pendant toute la durée du traitement. La mitomycine, ça peut avoir quelques effets secondaires, notamment d'irritation de surface, de sécheresse, voire des effets secondaires graves à titre de retard de cicatrisation ou perforation cornéenne. Après, nous, dans le service, on n'a pas eu tant d'effets secondaires que ça sur les patients qu'on a traités. Je trouve qu'il y a quand même une bonne tolérance du traitement. Quoi qu'il en soit, on les surveille toutes les semaines pendant la durée du traitement et ensuite une surveillance semestrielle. Pour ce qui est de la récidive après traitement, c'est surtout les 6 premiers mois qu'on a une récidive et c'est à peu près 15%. Pour l'épidermoïde, si l'exérèse est possible, il faut avoir des marges larges d'au moins 4 mm et souvent on réalise une radiothérapie associée. Et après, dans des lésions plus étendues, c'est un traitement après réunion de concertation pluridisciplinaire par radio, chimio, énucléation ou exentération. Donc à retenir, les lésions de l'enfant ou de l'adolescent sont des lésions généralement bénignes. Se méfier toujours si on a une apparition d'une lésion ou une modification à l'âge adulte et en cas d'atteinte cornéolimbique. L'exérèse doit être réalisée en cas de gêne fonctionnelle, esthétique ou d'évolutivité de la lésion. La surveillance avec photo est la règle, toujours faire des photos et mesurer les lésions. L'analyse histologique doit être systématique et en cas de malignité, il faut toujours une prise en charge pluridisciplinaire avec RCP et traitement adjuvant. Voilà, merci de votre attention.